à l'état cru. Voilà, si on voulait résumer de manière très restreinte, très rapide le crudivorisme, c'est ce que je dirais en 2 mots. Mais après, évidemment, on va rentrer un peu dans les détails et développer tous les avantages et les inconvénients liés à ce régime. D'accord. Et pourquoi, selon toi, ce type d'alimentation ne pourrait pas être compatible avec tout le monde? Est-ce qu'il y aurait des contre-indications? Alors, ce qui se passe, c'est que le fait de manger cru, c'est intéressant parce qu'on va amplifier la quantité de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'enzymes, et l'organisme a vraiment besoin de ces nutriments. D'ailleurs, les personnes qui sont omnivores, qui consomment des aliments crus et des aliments cuits, on leur conseille d'adopter au moins 60% d'aliments crus dans leur alimentation. Il y en a qui vont jusqu'à 80%, parce que le fait de ne pas manger d'aliments crus pose des problèmes. On s'aperçoit que le pancréas est obligé de fabriquer plus d'enzymes et il y a toutes sortes de problématiques, de dérèglement de l'organisme à partir du moment où dans une alimentation, on a une carence en aliments crus. Donc pour moi, les aliments crus sont indispensables. Mais ensuite, le fait de manger cru à 100%, évidemment, l'avantage, c'est que le capital enzymatique, vitaminique, minéral et d'oligo-éléments va être beaucoup plus important. Mais pour certaines personnes, ça va occasionner des petits soucis. Et il faut savoir que les inconvénients du crudivorisme, je ne sais pas si on peut parler d'inconvénients, mais la conséquence, c'est déjà que ce sont que des aliments qui sont froids, qui n'apportent pas de chaleur. Et le crudivorisme peut être tout à fait intéressant dans des climats tempérés comme ici. Par contre, dans des climats froids, où on a besoin de chaleur, je ne sais pas si le crudivorisme serait totalement adapté. Voilà, ça c'est la question qu'on pourrait se poser. Ensuite, il faut savoir que nous tous, on a une quantité d'énergie qui nous est propre. C'est ce qu'on appelle le potentiel vital homéostasique. Ça, c'est une formule de Robert Masson, mais si on veut, on peut tout simplement dire qu'on a un certain capital énergétique et que cet capital énergétique va être une partie monopolisée pour les actions concernant le cortex cérébral, c'est-à-dire toutes les fonctions cognitives. En règle générale, c'est à peu près 2/3 qui sera monopolisé pour le cortex cérébral et 1/3 sur le végétatif. Le végétatif étant les fonctions automatiques, digestion, assimilation, etc. Plus une personne a une activité qui est peu cérébrale, qui est plutôt manuelle, avec pas beaucoup de soucis, il pourra monopoliser une grande quantité d'énergie sur la sphère végétative. Donc il assurera des bonnes digestions, une bonne assimilation, voilà. Par contre, une personne qui monopolise une grande quantité d'énergie sur le cortex cérébral va avoir peut-être qu'1/3 de l'énergie qui sera disponible pour la digestion et l'assimilation entre autres. Et évidemment, si pour X raisons, et en l'occurrence s'il mange beaucoup de crudités avec beaucoup de fibres, eh bien cette personne n'assurera pas forcément une digestion optimale. Donc déjà, les habitudes alimentaires propres à chaque personne, le rythme de vie, les échanges qu'il fait, le stress ou pas de stress, etc., va influencer sur le résultat positif ou négatif, enfin sur l'état de santé de la personne qui adoptera ce régime. Et donc l'énergie que l'on possède nous tous est très importante à prendre en compte dans ce genre de décision et dans ce genre de régime. Voilà. D'accord. Hier, j'ai discuté avec une personne qui a changé d'alimentation et qui se tourne vers le crudivorisme. Et cette personne a 50 kilos à perdre et elle me disait qu'elle n'avait pas encore perdu de poids et elle me demandait pourquoi. Donc, je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. En général, il y a pas mal de gens en surpoids qui passent au crudivorisme et qui perdent beaucoup de kilos. Donc, jusqu'à 50-60 kilos en un an. Et pourquoi d'autres personnes ne perdent pas ce poids? Voilà. Ta question, elle est très intéressante. Elle soulève le fait que un régime standard, quand je dis régime standard, c'est le fait de rentrer dans
dans des règles, en l'occurrence le crudivorisme a ses règles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une autre notion qui doit être absolument prise en compte, c'est la notion d'individualisation. Qu'est-ce que c'est l'individualisation? C'est tous les paramètres qui sont propres à notre corps, à notre manière de fonctionner, etc. Si par exemple je propose un protocole juste, un protocole qu'on va dire équilibré pour perdre du poids, on va avoir la majorité des personnes qui vont perdre par exemple 10 kilos en 3 mois. Eh bien, si je propose ce régime ou ce protocole à toutes les personnes, on verra qu'il y a une quantité de personnes qui n'arriveront pas à perdre 10 kilos en 3 mois ou qui en perdront que 3 ou que 6 ou pas du tout. Pourquoi? Parce que ces personnes auront un problème qui leur seront propres. Par exemple, un dysfonctionnement de la thyroïde, un dysfonctionnement au niveau hormonal, par exemple une carence entre potassium et sodium, etc. Si on ne prend pas compte et si on ne règle pas les éléments qui sont spécifiques à ces personnes, on ne réglera jamais la prise de poids. Donc, le fait d'être dans des bons conseils, dans une stratégie qui soit équilibrée pour perdre du poids, c'est tout à fait intéressant, mais elle doit être conjuguée avec une approche individuelle. Et si on ne le fait pas, eh bien après, c'est pour ça que dans la quantité des personnes qui suivent les régimes crudivoristes ou autres, on s'aperçoit qu'il y en a une bonne quantité qui voient leur santé s'améliorer, et puis il y en a quelques-uns qui vont rester sur le bas-côté de la route, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont avoir toutes sortes de troubles, et malgré qui font les choses bien comme il faut, parce que leur organisme va réagir différemment. C'est pour ça que, à mon sens, lorsqu'on donne des conseils, pour moi c'est très important d'insister sur les notions d'individualisation et aussi donner les moyens à chaque personne de reconnaître, d'interpréter les symptômes qu'il va rencontrer et les corriger en fonction de ses paramètres propres, de son caractère, de son terrain, etc. Alors évidemment, ce n'est pas toujours donné à tout le monde d'être capable d'interpréter. Il faut avoir un minimum de notions, un minimum d'informations pour savoir faire la différence entre un symptôme lié à une crise d'élimination ou un symptôme lié à ce que moi j'appellerais une dévitalisation. Je vais donner un exemple concret. À partir du moment où on fait ce genre de régime, que ce soit le crudivorisme ou le fait de boire des jus de fruits, de légumes, etc., à partir du moment où on restreint son alimentation, la digestion est plus aisée et donc il y a un surplus d'énergie. Ce surplus d'énergie va être utilisé souvent par l'organisme pour procéder à des mécanismes d'élimination. Donc l'organisme va pouvoir éliminer ces toxiques qui se sont accumulés dans les tissus conjonctifs, entre autres. Et après, on va avoir des sécrétions des yeux, du nez, sous forme de mucus. Ça, c'est un signe de désintoxication. Par contre, une personne qui suit ce régime pendant 3 mois, 6 mois, et qui a des crises de spasmophilie, des douleurs, etc., récurrents et chroniques, eh bien cette personne ne doit pas interpréter ces signes comme des signes de désintoxication. Ça, en l'occurrence pour moi, c'est des signes de dévitalisation. Et si la personne continue ce régime sans modifier certains paramètres, croyant qu'elle est dans un processus de désintoxication, eh bien, elle peut se retrouver dans un état grave, puisque, en réalité, ce sont des signes de déminéralisation, de carence minérale, etc. Donc, pour moi, c'est très important de faire le distinguo entre des symptômes liés à l'épuration de l'organisme et des symptômes qui sont liés à la dévitalisation de l'organisme. Et pour pouvoir les interpréter, il faut avoir du recul, avoir un minimum de connaissances et se dire à quoi correspond cette crise de tétanie. Est-ce que c'est juste un simple passage ou au contraire, est-ce que c'est dû vraiment à un désordre profond de l'organisme? Et il faut interpréter ce signe, ce symptôme en fonction de paramètres, voilà, c'est ça, de paramètres qui sont propres à la personne. Et ça ne peut pas se standardiser.
Oui, parce que certains naturopathes appellent ça des crises de santé ou manifestations de retour à la normale quand on a des symptômes une fois passé à l'alimentation vivante. On peut avoir des tremblements, des migraines, des confusions, de la fièvre. Voilà. Donc, certains disent que c'est des symptômes de crise de santé ou de retour à la santé. Oui, tout à fait. Et je pense que dans bien des cas, il s'agit de ça. Mais simplement, pour que mon discours soit plus clair, je vais donner un exemple. Imaginons que je conseille à des personnes de consommer des fruits et des légumes et que cette personne ait une appétence ou une prédilection pour les fruits. Alors, il faut savoir déjà que tous les fruits ne sont pas logés à la même enseigne, si je peux m'exprimer ainsi. Il existe des fruits aqueux, des fruits secs, des fruits oléagineux et des fruits amylacés. C'est très important de faire le distinguo parce que tous les fruits ne sont pas équivalents. Les fruits amylacés, c'est les bananes et les châtaignes qui en principe amènent des sucres, de l'amidon. Donc cela, à part le fait que si on en consomme trop, on peut évidemment avoir une surcharge, mais ne pose pas de problème particulier. Ensuite, les fruits secs sont des fruits déshydratés, concentrés en sucre, en règle générale, qui ne posent pas de problème particulier, sauf si évidemment on est diabétique ou autre. Ensuite, il y a les fruits oléagineux, qui amènent des graisses, comme les amandes, les noisettes, etc. Et ensuite, il vient les fruits aqueux. Qu'est-ce que c'est un fruit aqueux? C'est un fruit qui contient AQEX, qui contient de l'eau, mais aussi des acides, et évidemment des vitamines, des minéraux, etc. Si par exemple une personne consomme des citrons, des pamplemousses, et qu'elle a une bonne capacité oxydative, eh bien l'organisme va oxyder les acides, les neutraliser, et cette personne va bénéficier ensuite des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Donc ce fruit acide sera reminéralisant pour ce type de personnes. En général, ce sont des personnes brévilignes qui ont une bonne vitalité et qui oxydent bien les acides. Par contre, si je donne des fruits acides à une personne dont on va dire plutôt qu'elle est sous-vitale, elle est plutôt longiligne, elle a peu de réserves lipidiques, elle est plutôt fine, mince, et elle a donc peu de réserves vitales. En général, ce sont des personnes qui sont sensibles à l'effort, qui sont peu résistants au froid, à la chaleur, peu résistants à l'effort. Eh bien, cette personne, si je lui donne beaucoup de fruits acides, elle va avoir une capacité restreinte à oxyder les acides. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette personne, au lieu de neutraliser les acides par comburation, c'est-à-dire oxydation, donc il y a une transformation enzymatique au niveau hépatique, et ensuite les acides sont évacués par la sphère pulmonaire, en principe. Eh bien, cette personne, si elle a une faiblesse à ces niveaux-là, elle va avoir un résidu d'acide qui va rester dans le sang. Mais l'organisme ne peut pas tolérer que le pH du sang varie. S'il varie trop, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit vers l'alcalinité, soit vers l'acidification, on a soit une crise de tétanie, soit l'épilepsie. Donc c'est pour ça que le pH du sang est protégé, c'est-à-dire qu'il varie très peu. Il varie entre 7,32, le pH entre 7,32 et 7,46. Pourquoi il est protégé? Ça veut dire que quoi que l'on fasse, même si on consomme trop d'acide, il va y avoir ce qu'on appelle des effets tampons. Donc si cette personne n'est pas capable de neutraliser les acides par voie hépatique et pulmonaire, le résidu, ce qui va rester d'acide va se retrouver dans le sang, et cet acide va être neutralisé par spoliation minérale, c'est-à-dire que l'organisme va ponctionner ses propres réserves minérales, va prendre du calcium ou du potassium dans les eaux pour neutraliser et faire augmenter le pH et neutraliser les acides des fruits par exemple. Eh bien cette personne va petit à petit rentrer dans des processus de déminéralisation et à long terme elle peut avoir toutes sortes de problèmes liés à une déminéralisation profonde de l'organisme tels que entre autres l'ostéoporose. Donc c'est pour ça, oui. Et donc cette personne doit éviter absolument tous les fruits acides. Non, pas absolument, mais cette personne devra en consommer très modérément. Et c'est pour ça que lorsqu'on donne des conseils sur ce genre de régime, il est très important de faire des mises en garde et de prévenir qu'il faut faire des individualisations
Et que c'est pour ça qu'il y a des gens et des témoignages sur Internet de personnes qui ont réussi de manière spectaculaire ce genre de régime. Ils voient leur santé s'améliorer, ils ont perdu du poids, ils dorment mieux, ils ont une meilleure peau. On en voit en pagaille sur Internet. Et à côté de ça, il y a des personnes dont on ne fait pas trop la pub sur, sur Internet, on n'en parle pas trop, mais qui malheureusement souffrent aussi parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter. Et c'est pour ça que pour moi, à partir du moment où on donne des conseils au grand public, il est très important de faire ce genre de précision parce qu'il va y avoir toujours une partie de la population qui va souffrir de ces conseils qui sont trop généralistes et qui manquent d'une approche spécifique. Voilà. D'accord. Que penses-tu des cures de jus de fruits ou des jus de légumes ou des gens qui font ça sur quelques jours ou sur quelques semaines ou des fois sur 90 jours ou qui boivent beaucoup de jus de légumes ou de jus de fruits tout le temps? Voilà. Alors ça, c'est une bonne question parce que j'ai vu sur Internet qu'il y a pas mal de vidéos là-dessus. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du... Pour expliquer ce qui se passe pendant les jus et l'intérêt des jus, et même l'intérêt de tous les régimes où on réduit une classe alimentaire, c'est toujours le même processus. Et pour bien comprendre ce qui se passe, je vais prendre l'exemple du jeûne. Qu'est-ce qui se passe dans un jeûne? Dans un jeûne, on n'a plus d'alimentation en amont. C'est-à-dire qu'on n'a plus de protéines, on n'a plus de protéines, plus de poisson, plus de viande, plus de fromage, plus d'œufs, plus de lipides, plus de graisse, et plus de glucides. Plus de féculents, plus de pommes de terre, plus de... Voilà, on ne mange plus rien, on boit que de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'organisme a toujours besoin, malgré tout, de ces classes alimentaires. Il a besoin de protéines, il a besoin de lipides, il a besoin de glucides. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va déverser des enzymes dans le sang, via le pancréas et le foie, et ces enzymes vont digérer, vont autolyser nos propres tissus. Et donc, l'organisme va récupérer des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des sucres, des protéines, des lipides dans nos propres tissus. Et donc, notre nutrition, au lieu de se faire par l'extérieur, va se faire par l'intérieur en autolysant nos propres tissus. Et donc, lorsqu'on fait un jeûne, de suite, évidemment, on perd du poids, ponctuellement, dans une période assez réduite, on va se sentir mieux, etc. Pourquoi? Parce que l'organisme va commencer à se délester de son surpoids et aussi même de certains tissus pathologiques, parce que même les tumeurs, certains tissus qui sont pathologiques peuvent voir leur taille diminuer grâce à ce processus. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une contrepartie, c'est qu'à partir du moment où l'organisme rentre dans des autolyses, il va aussi, parce qu'il est en train de détruire ses propres tissus, enfin de brûler ses propres tissus, il va éliminer les toxiques qui sont restés par exemple dans les tissus conjonctifs. Et on va se retrouver, comme par hasard, avec des crampes, de la fièvre, etc. Tout ça, ce sont des processus d'élimination où l'organisme réagit au surplus de toxiques qui se retrouvent dans le sang. Donc il va y avoir des écoulements du nez, il va y avoir de la fièvre, il va y avoir même des boutons, etc. Ça prouve que l'organisme est en train de se délester de ces toxiques. Oui. Et c'est pour ça que c'est très important de faire le distinguo. Là, à ce moment-là, on est uniquement dans une crise d'élimination. Mais par contre, si l'organisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, n'est pas capable d'éliminer suffisamment ces toxiques, on peut se retrouver intoxiqué. D'ailleurs, dans la littérature des jeunes, j'ai lu une expérience où une personne est morte, est rentrée dans le coma et est morte après 3 jours de jeûne. Pourquoi? Parce que cette personne a relargué trop rapidement trop de toxiques. Ces toxiques se sont retrouvés avec des émonctoires défaillants. L'organisme n'avait pas la capacité d'éliminer ce surcroît de toxiques. Résultat des courses, cette personne s'est auto-intoxiquée et elle est morte intoxiquée. Alors évidemment que je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, ce qui prouve que le jeûne doit être quand même accompagné. Mais pourquoi normalement, on prépare son corps pour un jeûne. Exactement, on ne rentre pas dans un jeûne comme ça. Un jeûne implique une préparation et donc on ne rentre pas dans un jeûne directement. Et pourquoi j'essaie de faire le lien entre un jeûne et les monodiètes? C'est que le diète, monodiète, à partir du moment où on ne consomme que des jus de légumes, on est dans une forme de diète.
Après, ce qu'il va falloir définir, c'est la durée. Est-ce que la consommation de jus de légumes ne va durer que une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ou bien plusieurs mois, ou bien, ce qui me paraît un peu surprenant, plusieurs années. Voilà, déjà il faut comprendre quel est l'intérêt de la diète, pourquoi la diète et ce genre de régime fonctionnent, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et ensuite voir aussi sur quelle période. Si on consomme des jus de fruits et de légumes sur une courte période, pour moi il n'y a aucun risque. Au contraire, l'organisme va s'en sortir bien en général. Par contre, si cette période est trop prolongée, évidemment, le fait de boire que des jus et des légumes, on a le droit de se poser quelques questions. Déjà, le fait qu'il n'y ait plus de cellulose, puisque les jus de fruits et des légumes excluent la cellulose, puisqu'on ne boit que le jus. Il faut savoir qu'il y a 2 flores qui sont très importantes dans l'organisme, c'est la flore de fermentation et la flore de putréfaction. La flore de fermentation est une flore qui se renouvelle grâce justement à la fermentation des fibres alimentaires. Et cette flore occupe une grande partie de l'intestin grêle et ensuite quasiment les 2/3 du côlon. Et dans le côlon transverse et terminal, c'est une flore de fermentation. Il y a véritablement une compétition entre les 2 flores, et la flore de fermentation, tant qu'elle est présente, empêche la flore de putréfaction de s'étendre. À partir du moment où il n'y a plus de fibres alimentaires, on peut se poser la question du renouvellement de cette flore, parce que ce n'est pas les jus de légumes qui sont absorbés au niveau intestinal qui vont permettre justement que cette flore soit renouvelée. Donc moi je me pose la question, comment est renouvelée la flore de fermentation lorsqu'une personne boit ses jus pendant 6 mois ou 1 an? Et ensuite, évidemment que ça peut poser des questions et provoquer des désordres, le fait que la flore de fermentation disparaisse. Donc voilà, comment? Je ne sais pas s'il y a des gens qui boivent que des jus sur 6 mois ou 1 an, mais certaines personnes font des cures de jus sur 4 jours, 5 jours, une semaine, une journée. Et en fait, ils préconisent de filtrer à nouveau le jus une fois qu'il a été extrait à l'extracteur du jus pour enlever les fibres qui restent et qu'ils soient plus assimilables. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà fait 4 jours de jus et les premiers jus, j'ai pas refiltré. Bon, j'avais un petit peu de mal à les digérer. Donc j'ai filtré à nouveau et là j'ai assimilé plus rapidement le jus. Comment je explique cela? Alors, pour moi, boire des jus de légumes, c'est extraordinaire. Moi, ça fait déjà 10-15 ans que j'en consomme, il n'y a aucun souci. Je trouve que le fait de consommer des jus de légumes, surtout les jus de légumes doux, comme la carotte, la betterave, le navet, le céleri, c'est vraiment fantastique pour régénérer son organisme et en tout cas couvrir les carences éventuelles. L'intérêt des jus de légumes doux, ils peuvent tout à fait être conjugués avec un régime omnivore, avec un régime crudivore, avec quasiment tous les régimes. Par contre, la question que l'on peut se poser, c'est quand le régime devient exclusif, c'est-à-dire que des jus de légumes sur de longues périodes. Alors là, pour moi, évidemment, il y a des questions qui se posent. De carence et puis éventuellement le problème du renouvellement de la flore de fermentation. Ensuite, après, j'ai vu aussi qu'il y a des personnes qui consomment des jus. Alors, je ne sais pas s'ils les consomment toute l'année, mais en tout cas, ils consommeraient exclusivement des jus avec, en parallèle, des compléments alimentaires. Le fait de prendre des compléments alimentaires, évidemment, que ça modifie la donne, parce qu'à partir du moment où vous prenez des compléments alimentaires, s'il y a des carences ou des infracarences par votre régime alimentaire dû à l'exclusivité des jus de légumes, vous les complétez, enfin vous les atténuez, et donc est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'un régime exclusivement à base de jus de légumes s'il y a des compléments alimentaires? Il faut vraiment le préciser, parce que si une personne souhaite s'inspirer de vous, mais qu'elle ne prend que les jus, elle peut, elle, avoir des carences parce qu'elle ne prendra pas les compléments alimentaires. Et pour moi, d'ailleurs, un complément alimentaire devrait
ce n'est qu'un complément alimentaire. Il ne devrait pas être récurrent, chronique et en quantité massive toute l'année. Il ne devrait pas être introduit comme ça dans un régime pour maintenir artificiellement la justesse d'un régime. Alors, je ne sais pas d'ailleurs exactement ce qui se pratique, mais je sais qu'il peut y avoir beaucoup de variantes. Le jus de légumes crus, c'est intéressant, surtout lorsqu'il est additionné ou en tout cas en parallèle à un régime classique ou c'est-à-dire un régime omnivore ou un régime plus spécifique comme les régimes végétariens, végétaliens, etc. Pour moi, les jus de légumes, c'est fantastique. Par contre, lorsqu'il est utilisé de manière unique, spécifique, c'est-à-dire boire uniquement des jus toute l'année, alors franchement, là, je suis très dubitatif. Mais par contre, j'ai appris une chose, c'est qu'après de nombreuses années de nutrition, je m'aperçois il vaut mieux ne pas avoir de certitude, parce qu'il y a toujours une personne, ou 10 personnes, ou 1000 personnes qui arriveront à contredire ce que vous dites. Pas parce qu'ils ont envie de contredire, parce que leur organisme s'est adapté à la situation. Après, est-ce que ces personnes peuvent être prises comme exemple pour la grande masse de la population? C'est là la question. Est-ce qu'une personne qui est capable de vivre correctement uniquement avec un régime à base de fruits et légumes peut être pris en exemple pour la grande quantité, la grande masse de la population générale? Ça, je pense que non, parce qu'il y a trop d'individualité. Il faut savoir, il faudrait se poser la question dans quelles circonstances une personne est capable de faire ça. Et très souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent dans des conditions plutôt favorables, avec une minimisation du stress, avec une optimisation des facteurs de santé, plein air, relations favorables, etc. Et ce n'est pas forcément représentatif du commun des mortels. Et toutes ces notions doivent être prises en compte lorsqu'on prend la décision d'adopter tel ou tel régime. Et ce n'est pas parce qu'une personne a réussi de manière brillante à vivre avec un régime un peu spécifique que la grande majorité pourra faire de même. Voilà. Est-ce que tu connais le site Vivre Cru de Thierry Casanova avec qui j'ai animé certaines conférences? Et qu'est-ce que tu penses de son travail? Alors, oui, je le connais depuis très peu de temps, ça fait 2-3 mois. Il y a certains de mes anciens élèves, parce que j'ai donné des cours dans une école de naturopathie, et puis de mes patients qui m'ont demandé voilà, d'aller un peu visiter son site et d'avoir un peu mon avis. Moi, je pense que Thierry Casanova, c'est une personne extraordinaire. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai vu qu'il y a beaucoup de polémiques sur lui. Il y a vraiment des attaques sur cette personne. Évidemment que ce que j'en pense, comment je veux dire? Mais quand on devient médiatique et connu et qu'on attire beaucoup de monde, il y a toujours aussi des gens qui vont vous critiquer. Hein, Moi, en ce qui concerne Thierry Casanova, j'ai un avis partagé. Je pense que c'est une personne qui est extraordinaire, qui vraiment donne de lui, qui est très humaine, qui croit beaucoup à ce qu'il fait et qui obtient de vrais résultats, de bons résultats. Il ne faut pas le nier, ça c'est la vérité. Après, il y a une frange de la population, j'ai vu aussi des témoignages de gens qui avaient suivi son protocole. Alors, est-ce que c'est son protocole ou une interprétation de son protocole? C'est ça la question. Parce que, d'ailleurs, je ne sais pas exactement quel est le régime de Thierry Casanova. Est-ce que Thierry Casanova propose les jus, exclusivement des jus toute l'année? Est-ce que c'est ce qu'il fait pour lui? Je ne sais pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ça, je ne sais pas. Il me semble avoir entendu des vidéos où Thierry Casanova proposait les jus de légumes intégrés à un régime. Alors là, moi, je pense que ça pose aucun problème. Après, est-ce que c'est les gens qui ont mal interprété les conseils de Thierry Casanova ou Thierry Casanova qui a manqué de précision? Ça, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, je pense que globalement, c'est une personne qui gagne à être connue parce qu'il donne de vrais conseils. Il est juste à plein de niveaux, sur le plan humain, sur le plan scientifique aussi. Après, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord aussi, même sur le plan scientifique, il y a des distorsions, il y a des choses que je ne partage pas, mais ça peut donner l'occasion d'un débat. Mais personnellement, j'en pense plutôt du bien. Après, moi, si
Le seul conseil que je donnerais, c'est peut-être de prévenir que ce genre de régime doit être fait avec parcimonie, c'est-à-dire qu'il faut savoir que chacun n'est pas prêt à accepter, chacun n'est pas prêt à vivre pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois de jus. Il peut y avoir réellement des crises d'élimination, mais plus que ça, des crises de dévitalisation. Il faut expliquer aux gens comment reconnaître un signe de dévitalisation et un signe de désintoxication, d'élimination. C'est pas exactement la même chose. Tu peux nous donner des exemples? Eh bien, à partir du moment où on fait une diète pendant 2-3 semaines, c'est évident qu'on va, comme il le dit, sécréter du mucus. C'est des sécrétions qui sortent du nez ou des yeux et qui vont permettre de mettre à l'extérieur des toxiques. Le mucus, c'est un peu ça. C'est une sorte de pus. Bon, c'est pas exactement du pus, mais c'est un mélange de toxiques avec une matière un peu collante et qui sort du nez, des yeux, entre autres. Et donc, une crise d'élimination, ce genre de symptômes ne pose aucun problème. Par contre, si une personne a une crise de spasmophilie, a des douleurs récurrentes pendant 3 semaines, 1 mois, perd du poids, perd ses cheveux, etc., là, je commencerai à m'inquiéter parce que pour moi, ce n'est pas une crise d'élimination, c'est une crise d'un manque d'adaptation. Et ça, par contre, ça a besoin d'être... la personne doit être entourée, conseillée, et que les conseils soient adaptés en fonction de toutes sortes de paramètres qui sont propres à cette personne. C'est pour ça que quand on donne des conseils généraux comme ça sur Internet, j'encourage vraiment à avoir beaucoup de prudence pour encadrer ce genre de personnes et qu'elles ne se retrouvent pas dévitalisées alors qu'elles voulaient se retrouver plutôt vitalisées avec toutes sortes comment, pas de symptômes, mais d'effets qui prouvent qu'elle est en train d'acquérir une meilleure santé, c'est-à-dire plus de vitalité, meilleure peau, meilleur sommeil, etc. Et dans bien des cas, c'est le cas. Voilà. Et donc, s'il faudrait conseiller plutôt aux gens, on va imaginer un cas extrême, quelqu'un qui a très mal mangé pendant 15-20 ans de sa vie, qui a du diabète, qui a des problèmes de surpoids, qui a consommé beaucoup d'additifs alimentaires, genre aspartame, glutamate, de produits laitiers, beaucoup de viande. Et donc, du coup, cette personne, si elle voudrait vraiment changer d'alimentation, il faudrait plutôt qu'elle prenne ça par étapes, qu'elle suive certaines étapes pour retrouver la santé petit à petit, si elle veut changer d'alimentation, on va dire cuite et toxique, à une alimentation dite vivante. Voilà. Par exemple, dans l'exemple que tu viens de citer, tu me dis qu'elle est diabétique. Ben, si elle est diabétique, insulino-dépendant, évidemment qu'elle ne peut pas rentrer dans un régime sans conseil de son médecin, sans un minimum de prudence. Donc déjà, il y a des pathologies qui vont demander un maximum de prudence et ça prouve bien qu'on ne peut pas rentrer dans ce genre d'approche alimentaire sans connaître vraiment sa situation et sans en tenir compte. Et ensuite, si cette personne n'a pas de problème majeur de santé, je pense qu'il est souhaitable qu'elle y rentre de manière progressive. C'est-à-dire, par exemple, si c'est une personne omnivore, qu'elle commence par éliminer la viande, les produits laitiers, puis 15 jours après, elle va éliminer les céréales, et puis ensuite, elle va adopter un régime à base de légumes et de fruits, mais en sachant qu'il est quand même intéressant de faire le distinguo entre les fruits et les légumes, parce que les fruits à queue amènent des acides, et j'en ai déjà parlé. Et ensuite, quand elle a réduit petit à petit son alimentation, comme ça, en majorant l'alimentation plutôt à base disons plutôt bio-végétarienne, à ce moment-là, elle peut rentrer dans une période, par exemple, de jus de légumes, sur, par exemple, 2 semaines, 3 semaines, en étant très à l'écoute de son corps, en étant capable aussi de réagir à certains symptômes. Et moi, je n'y vois aucun inconvénient. Et ensuite, quand cette personne va sortir dans son régime exclusif, eh bien, il faudra qu'elle rentre de nouveau si elle veut de nouveau être omnivore, eh bien qu'elle y rentre par étapes, c'est-à-dire qu'elle introduit petit à petit donc les céréales, puis après les protéines, puis après les féculents. Voilà, il faut qu'il y ait une progression à l'entrée du régime et ensuite à la sortie du régime. Et si on respecte
ça, en général, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai suivi des gens qui faisaient des cures de raisin, qui du jour au lendemain commençaient à consommer du raisin sans aucune préparation. Eh bien, comme par hasard, ils avaient des ballonnements, des diarrhées, etc. Alors que d'autres qui s'étaient préparés, qui avaient adopté un régime, comme je viens de le citer, avec éventuellement quelques plantes qui sont laxatives pour débarrasser l'intestin, eh bien, elles avaient comme par hasard pas de maux de tête, pas de migraine pendant toute la cure de raisin. C'est pour ça que proposer un protocole sans rentrer dans les détails, ça peut être délétère pour les personnes qui suivent. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de plantes justement qui aideraient à avoir des effets laxatifs pour nettoyer les intestins? Alors, dans un premier temps, on va éventuellement proposer par exemple le pissenlit. On peut faire une cure d'aubier de tilleul. Il y a d'autres plantes encore. Après, là, on est dans des plantes qui favorisent l'évacuation rénale en l'occurrence. Mais après, si on veut rentrer dans des plantes laxatives, comme la mauve, le cassis, il y a aussi les gens qui veulent préparer aux hydrothérapies du côlon, au lavage, ils prennent comment on appelle, les graines de psyllium. Voilà, ça c'est des conseils qu'on peut donner, mais voilà, il y a des plantes qui sont trop laxatives et qui irritent trop l'intestin et qui sont plutôt déconseillées. En général, les graines de psyllium, ça marche bien parce que c'est un émollient, enfin c'est une plante qui n'est pas abrasive et donc qui va augmenter le bol alimentaire, et ça peut être intéressant, voilà, de suivre une petite cure de psyllium avant de suivre par exemple une monodiète de cure de raisin, etc. Voilà. Et donc là on arrive à notre sujet justement, les lavements par rapport au lavement des intestins. Il y a différentes méthodes, certains utilisent du café bio, d'autres utilisent de l'eau, d'autres utilisent d'autres techniques, et quelle fréquence il faudra en faire et quand c'est nécessaire en fait. Voilà, déjà je pense qu'il y a une différence importante à faire entre un lavement qui consiste à utiliser quelques litres d'eau pour débarrasser l'intestin de son contenu, le gros intestin de son contenu, et l'hydrothérapie du côlon, où là c'est 140 litres versés par une machine sur la muqueuse, en continu bien sûr, en l'espace d'une heure. Je pense que les hydrothérapies du côlon sont sûrement très intéressantes, mais ne doivent pas être renouvelées souvent, parce que dans certains cas, ça peut poser des problèmes. Et comme je l'ai dit, parce que je suis au courant de ce témoignage de Robert Masson, ce naturopathe qui explique qu'une personne, à la suite d'une hydrothérapie du côlon, s'est retrouvée avec un ventre comme si elle attendait un bébé, et ça a duré 6 mois, parce qu'il y a une infiltration importante d'eau qui s'est faite. Et on n'a pas tous la même muqueuse. Si on a une muqueuse qui est très inflammée, on appelle ça des disjonctions des entérocytes, eh bien l'eau peut s'infiltrer dans les tissus conjonctifs et les tissus de soutien qui sont derrière, et provoquer des perturbations importantes. Donc l'hydrothérapie du côlon, je ne critique pas, simplement ça doit être conseillé par un thérapeute avisé et qui doit tenir compte de certains paramètres qui sont propres à la personne qui souhaite le suivre. Par contre, le lavement qui consiste à injecter dans le côlon 3, 4 ou 5 litres ou 6 litres d'eau, je pense que ça pose pas de problème. Après, c'est vrai qu'on peut y rajouter de l'huile, on peut rajouter certaines choses à l'eau, même des tisanes qui vont permettre de purifier le milieu du côlon. Parce que je connais une personne qui suit un régime crudivore, qui de temps en temps quand même fait des écarts en mangeant des légumes cuits à la vapeur ou des lentilles, mais en fait le but de cette thérapie, c'est de guérir d'un cancer du sein notamment, et donc boire beaucoup de jus, et aussi elle a fait des lavements, mais étant donné qu'elle ne pouvait pas se permettre l'hydrothérapie des côlons, parce que ça coûtait très cher, elle a fait des lavements chez elle-même. Donc ça l'a beaucoup aidé pour désintoxiquer son corps, et en même temps que ses jus, elle prend aussi des suppléments en vitamines selon ses besoins.
Voilà, moi je pense que utiliser le lavement dans ce contexte-là, c'est très bien. Parce que pourquoi les lavements sont intéressants? Parce que beaucoup de gens sont constipés, et quand on est constipé, ça veut dire que le bol fécal va stagner de manière inappropriée et trop longue au niveau du côlon. Il faut savoir que c'est pas par hasard si la partie qui putréfie, c'est-à-dire les protéines qui putréfient dans la dernière partie du côlon transverse et dans le côlon terminal, c'est parce qu'au moment de la putréfaction, cela génère des toxiques, des ptomaïnes qui sont très toxiques pour l'organisme. Et si l'organisme a prévu de faire cette partie, de procéder à la partie de la putréfaction dans la partie terminale du côlon, c'est pour pouvoir éliminer très rapidement ces toxiques et que l'organisme ne soit pas confronté à ces toxiques de manière longue. Par contre, une personne qui est constipée, mécaniquement, va être confrontée à ces toxiques de manière trop longue, et évidemment, ça peut intoxiquer l'organisme avec toutes sortes de soucis à distance. Voilà. Ok. Et que penses-tu des graines germées? Moi, je consomme régulièrement des graines germées, parce que jamais moi-même. Mais j'ai rencontré des gens qui ne mangent que des fruits et qui me disaient que les graines germées contiennent trop de protéines et que ça pourrait favoriser certains cancers. Et donc j'étais assez surprise d'entendre ça. Et donc c'était des gens qui consommaient de grandes quantités, par exemple d'oranges. Bon, ils habitaient pas loin de l'Italie. Et donc ils prenaient aussi énormément de fruits. Mais ils évitaient les graines germées. Du coup, je connais d'autres des naturopathes qui sont pour les graines germées, parce que ça contient beaucoup de protéines, de minéraux, du calcium, de vitamines, etc. Mais ces frugivores me disaient que non, les graines germées, eux, ils évitaient. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une très grande disparité dans le crudivorisme, c'est que chacun fait le crudivorisme un peu à sa manière, un peu en écoutant ses envies, ses aspirations ou les conseils des uns et des autres, et donc on a des résultats qui sont complètement disparates. C'est vrai d'ailleurs que ce soit les végétariens, bon, personnellement moi je suis végétarien, mais que ce soit les végétariens, les végétaliens, les crudivoristes, évidemment, en général, quand c'est bien fait, ils obtiennent une très bonne santé, puisque c'est à base essentiellement d'aliments crus de bonne qualité. Sauf que les végétariens, certains consomment trop d'éléagineux, donc on peut se retrouver avec des problèmes hépatiques. Il y en a d'autres qui consomment trop de fibres, et donc ils peuvent se retrouver avec une occlusion intestinale. Les crudivoristes, certains ne consomment pas assez de glucides, donc ils se retrouvent avec une perte de vitalité et une perte de poids. C'est pour ça que, à mon avis, c'est pas le régime en lui-même qui est à mettre en cause, c'est la manière dont il est appliqué par la personne. Et souvent, la personne fait des interprétations du régime qui lui est propre, et c'est là où se trouvent les écueils. Donc des fois, ce n'est pas le régime à rejeter en bloc, et en l'occurrence, le fait de consommer beaucoup d'oranges et peu de graines germées, soi-disant parce que ça amène beaucoup de protéines, personnellement, je n'adhère pas à cette idée. Parce que si la personne est une personne sous-vitale, avec peu de vitalité, qui consomme beaucoup d'oranges et de citron, elle va se dévitaliser, elle va avoir la peau qui va s'assécher, va avoir une perte du système immunitaire, une perte de sa vitalité. Et si, en plus de ça, elle ne prend pas des graines germées qui pourraient la reminéraliser et la revitaliser, ben, ça peut être le fiasco. C'est pour ça que je pense que très souvent, ce n'est pas les régimes qui sont problématiques, c'est la personne qui s'est mal adaptée parce qu'elle a mal tenu compte de ses paramètres et puis elle a fait peut-être une fixation sur les oléagineux, les fibres ou les fruits à queue et ainsi elle se dévitalise alors que c'est des régimes qui sont a priori prometteurs. Mais ça dépend, je pense que toute personne qui se lance dans ces régimes-là doit avoir un minimum de connaissances parce que des fois ça peut être dévastateur. Voilà. Et en ce qui concerne le fait de consommer des graines germées en ayant peur que ça apporte trop de protéines, soi-disant que ça va générer le cancer, alors là c'est voilà, j'étais un peu surprise, un peu farfelu et j'ai du mal à y adhérer. D'ailleurs, on ne peut pas trop manger de quoi que ce soit si on sait écouter son appétit, si on mange avec sobriété, si on prend le temps de mâcher.
si on sait s'écouter, les excès, c'est pas possible, et surtout les excès avec les aliments crus. Autant les aliments qui sont riches en additifs, les aliments cuits, c'est très facile de faire des excès. Par contre, les aliments crus, alors en principe, on ne peut pas faire d'excès. Souvent, on est en carence parce que les crudivoristes, justement, certains ne mangent pas assez de glucides. Il y en a, j'en ai vu sur Internet, qui se portent très bien parce qu'ils ont su intuitivement ou avec une certaine connaissance conjuguer certains paramètres et puis ils savent s'équilibrer. Voilà. Et donc, pour certains, ça passe très bien. Pour d'autres, c'est la catastrophe. Voilà. D'accord. Ok. Et par contre, il y a aussi un médecin américain qui s'appelle Gabriel Cousens, qui est très connu, et qui lui encourage l'alimentation vivante pour les diabétiques. Et donc, il a fait même un film sur le cru pour 30 jours, où il isole 6 diabétiques d'âge différents et type 1 ou type 2 dans une ferme. Et là, il leur fait changer complètement d'alimentation. Donc, ils ont aussi des suppléments à prendre. Ils sont suivis par des médecins pendant un mois. Et donc, ils font des exercices comme un peu de yoga, un peu d'assouplissement, de la marche. Pas d'exercice violent, mais pendant un mois, ils sont complètement isolés du monde, on va dire, et ils apprennent à manger cru. Et donc, du coup, ce film a eu beaucoup de succès aux États-Unis, et ils ont fait des DVD, et aussi son livre, qui a été édité chez Macro Édition l'année dernière, je pense, et qui s'appelle Soigner son diabète en 21 jours. Donc, dans ces recettes, il n'y a pas tout 100% cru des fois, mais bon, c'est assez intéressant de voir selon lui d'où vient le diabète et comment y remédier. Sans rentrer dans cet aspect lié à des pathologies lourdes, il est évident qu'à partir du moment où on mange des aliments à dominante crue, c'est-à-dire qui sont riches en vitamines, en minéraux, en enzymes, en oligo-éléments, tout ce qui est porteur de vie, et que parallèlement on pratique un équilibre alimentaire, qu'on sait s'écouter, qu'on respecte les notions de digestion, d'assimilation, en règle générale, mais je ne peux pas être étonné de voir des fois, moi-même j'en ai eu dans mes patients, des résultats à vous couper le souffle, on a du mal à y croire. Donc évidemment que j'adhère à ça, évidemment que j'adhère à l'idée que ce genre d'alimentation peut être favorable à la santé. C'est simplement mettre en garde sur les écueils que l'on peut commettre sans s'en rendre compte, et aussi tenir compte, et ça j'insisterai jamais assez, de son terrain. Pour moi, ne pas connaître son terrain, ne pas connaître ses faiblesses enzymatiques, digestives, hormonales, et rentrer dans ce genre de régime, même si il est en théorie excellent, eh bien c'est la porte ouverte à des déceptions, malheureusement. Voilà. D'accord. Et certaines personnes vont arrêter tout ce qui est produits laitiers pour aller passer au jus vert, jus d'herbe d'orge, etc. Et donc, pour ceux qui sont dans le crudivorisme, le calcium, ils les trouvent dans les végétaux, ils les trouvent dans les graines germées, ils les trouvent dans d'autres sources que ce qui est produit laitier. Qu'est-ce que tu en penses? Alors tout à fait. Déjà, il faut savoir que la consommation des produits laitiers, aujourd'hui, s'il y a une telle croyance par rapport aux qualités des produits laitiers, c'est qu'on a, comment, j'allais dire, bénéficié ou on a été victime d'un enfumage de la part de l'agroalimentaire qui nous a fait croire que les produits laitiers étaient notre seul nos amis pour la vie. Voilà notre seul salut, et que pas de calcium laitier, on aura des problèmes d'ostéoporose, etc. Vraiment, bon, moi je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Il y a un livre tout simplement que je propose, c'est le livre de Thierry Soucard, Vérité mensonge sur les produits laitiers. Je crois qu'il a un titre comme ça. On peut le retrouver sur son site lanutrition.fr, où Thierry Soucard, c'est un journaliste scientifique qui en plus de ça est un nutritionniste. Il s'est donc, je veux dire, il s'est entouré de scientifiques de haut vol. Il a fait des travaux, ce qu'on appelle des il a travaillé sur ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses qui portent sur toute une population sur de nombreuses années, et il en ressort de manière indiscutable que les produits laitiers ne sont pas un garant contre l'ostéoporose. La pratique encourage plutôt à croire le contraire, et dans les pays où on n'en consomme pas du tout,
les taux d'ostéoporose sont quasiment nuls. Mais Donc ça, moi, personnellement, j'ai beaucoup de jeunes mamans qui malheureusement ne peuvent pour X raisons ne peuvent pas allaiter et qui se rabattent sur les laits en poudre pour enfants ou de lait de vache ou différents ensembles bien faire. Alors et donc du coup elles me posent souvent la question. Bon, je ne consomme aucun produit laitier moi-même, pour voir ton impression, mais les gens qui sont dans le crudivorisme récupèrent leur calcium dans les jus, dans les fruits, dans les légumes, dans d'autres de sources végétales. Et ça, c'est pas toujours évident à expliquer à des gens qui sont habitués à manger 3 produits laitiers par jour, plus d'autres aliments qui sont très riches en produits laitiers comme des desserts, des yaourts, du beurre sur les tartines tous les matins, etc. J'ai vraiment le sentiment que le lait et les produits laitiers, c'est un mythe. La preuve, c'est que toutes les personnes qui prennent du recul et qui en consomment moins, en règle générale, notent plutôt des améliorations de leur santé, moins de douleurs, moins de fatigue, moins de ceci, moins de cela. Ils voient plutôt les inconvénients disparaître et les avantages apparaître. Je pense qu'il faut être pratique, il faut être pragmatique. C'est beau la science. Moi, j'y adhère beaucoup. J'adore la science, j'adore faire des travaux de recherche. Je me suis toujours entouré de scientifiques dans l'élaboration de mes livres. Mais la science, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. La preuve, c'est que on arrive à nous faire croire scientifiquement que les GOTM, c'est bon pour la santé. Et de manière empirique et pratique, on s'aperçoit que c'est nocif. Donc à un moment donné, le bon sens, l'expérience, la pratique, et être capable de s'ouvrir aux expériences, c'est aussi une réponse qu'il faut savoir écouter. Voilà. Et personnellement, je n'encourage pas du tout à la consommation de produits laitiers. Et le calcium, on en trouve en quantité très importante et bien plus bio-assimilable dans le sésame, dans le chou. On en trouve des quantités importantes. Et on peut avoir un régime végétalien, végétarien, même crudivore aussi, et ne souffrir d'aucune carence. Il y a des sportifs de très haut niveau qui sont végétaliens, c'est-à-dire qui ne consomment même pas les sous-produits animaux et qui n'ont aucune carence. Mais est-ce que ces personnes-là doivent être prises comme exemple pour le commun des mortels? Pas vraiment, à mon avis, on peut y arriver, mais il faut une période d'adaptation. Est-ce que c'est pareil d'être végétalien quand on a commencé le végétarisme quand on était très jeune, à 10-12 ans, ou quand on décide d'être végétalien à 50 ans? Il faut savoir que la flore intestinale est définie par nos habitudes alimentaires et qu'un omnivore n'a pas la même flore intestinale, n'a pas la même composition de sa flore intestinale qu'un végétarien ou un végétalien. Et donc croire que d'omnivore on peut passer sans aucun problème au régime végétalien-végétarien, ça amène à des désillusions qui sont des fois regrettables. Donc oui, tous ces régimes sont intéressants, mais ils doivent être on doit prendre en compte toutes sortes de paramètres, l'âge évidemment, les antécédents, etc. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne pourront jamais accéder à ce genre de régime. Simplement, il faudra des transitions, il faudra s'écouter et observer lorsqu'il y a des symptômes qui prouvent qu'on n'est pas encore adapté à ce genre de régime. Mais autrement, supprimer les produits laitiers, pour moi, il n'y a aucun risque. Si on a une bonne alimentation équilibrée en végétaux, en légumes, en oléagineux, il n'y a aucun souci. D'accord. Ok. Ça sera le sujet d'une autre discussion ou interview. Tout à l'heure, tu nous parlais des livres de Thierry Soucard par rapport aux produits laitiers. Et en fait, ce journaliste nutritionniste, je ne sais pas, conseille aussi beaucoup les produits au soja et remplacer les produits laitiers. Et donc, bon, ça sera probablement un autre débat, mais personnellement, d'après tout ce que j'ai lu sur le soja, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, surtout par rapport au calcium, la protection contre les maladies. Donc dans mon régime alimentaire, je n'ai pas de soja, mais je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce sujet parce que beaucoup de gens consomment encore du lait de soja pour remplacer le lait de vache. J'entends bien ce que tu dis. Et le fait que, par exemple, je cite de temps en temps Robert Masson, le fait qu'il est un naturopathe, pour moi, qui a apporté beaucoup de choses à la naturopathie.
que je cite Thierry Soucard, que je cite peut-être d'autres personnes connues, c'est pas pour autant que j'adhère à toutes leurs idées. C'est pas parce que à un moment donné vous trouvez qu'une personne a dit quelque chose de juste que pour autant vous adhérez à tout ce qu'elle dit et forcément vous êtes pro Robert Masson, vous êtes pro Thierry Soucard. Et très souvent dans l'esprit des gens, à partir du moment où vous citez quelqu'un, eh bien ça veut dire que vous le cautionnez dans tout ce qu'il dit. Non, moi j'ai des différences alors que pour moi Robert Masson est un naturopathe qui m'a vraiment apporté énormément. Bien, il y a des points sur lesquels je ne suis pas forcément en adéquation ou en adhésion totale avec ce qu'il dit. Mais c'est pas grave, ça peut donner l'objet de discussions. Et avec Thierry Soucard, il y a des choses que je trouve très très intéressantes dans son parcours, dans les livres qu'il a écrits. Par contre, il y a des allégations qu'il fait sur son site que je ne partage pas. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Je dis pas, je me positionne pas en arbitre, simplement qu'à un moment donné, je ne me retrouve pas dans certaines choses. Mais au-delà de tous les discours scientifiques, et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les personnes les plus éminentes, celles qui savent le plus de choses, peuvent aussi se tromper. C'est très important que ne pas ça, et que sa propre expérience, c'est aussi important que les travaux scientifiques, même s'ils viennent d'écoles prestigieuses, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit, les résultats que l'on peut constater ou pas dans sa propre vie. Voilà. D'accord. Oh, c'est très intéressant. Je pense que là, on a fait le tour de la question par rapport au crudivorisme. Je pense que manger équilibré aussi c'est très important. Moi, je bois des jus régulièrement, mais je mange aussi des salades, des crackers. On peut faire aussi des desserts crus. Et donc, du coup, je mélange aussi des graines germées. Mais donc, je pense qu'il faut faire cas par cas et les gens doivent aussi s'informer et puis rester à l'écoute de leur corps. Exactement. Écouter tout le monde et au final s'écouter elle-même et après prendre une décision. Mais jamais se dire bon je vais pas m'écouter parce que Pierre-Paul Jacques en sait plus que moi. Non, justement Pierre-Paul Jacques il en sait moins que vous sur vous-même. Voilà. Et ce que je pense, c'est que si tu es d'accord, on peut très bien envisager d'autres audios, vidéos sous ce format. Oui. Et les sujets abordés seront peut-être des sujets que on proposera nous-mêmes au public, ou bien le public on offre au public la possibilité de se manifester, soit sur notre page YouTube, c'est-à-dire après la présentation de cette vidéo, les gens pourront nous proposer des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde tous les deux ensemble, ou bien ils peuvent aussi se manifester sur nos sites respectifs. Sur ton site, alors ton site c'est lequel? Mon site c'est santéendanger.net. D'accord. Où ils auront mon adresse mail, où ils pourront me contacter, c'est missionpossible.france@wanadoo.fr. Mission possible, c'est Mission, N-I-2-S-I-O-N, possible, tout attaché, en petites lettres, .france, en petites lettres aussi, @wanadoo.fr. D'accord. Et ton site comment? Et ton site c'est? Alors c'est Eric Darche, juste mon prénom et mon nom, Eric Darche, E-R-I-C-D-R-C-H-E, ericdarche.com. Ça, ericdarche.com, c'est mon site, et mon adresse mail, c'est Eric, E-R-I-C-D-A, les deux premières lettres de mon nom, 13 en chiffres, 1 et 3, @yahoo.fr. Voilà. Et donc sur le site, les personnes peuvent trouver l'adresse mail, le téléphone, etc. pour me contacter directement, me poser des questions, me faire des suggestions sur des sujets, des thèmes qu'ils aimeraient qu'on aborde. Voilà. Et on va essayer de respecter une fréquence de toutes les semaines ou tous les 10 jours pour que le public puisse avancer avec nous-mêmes d'ailleurs. D'accord. Ok, c'est parfait. Est-ce que tu as un plaisir? Moi, je te remercie beaucoup, Cône Gauger. Je te remercie, Eric. Ça m'a fait plaisir de partager cette interview avec toi. C'est une personne que j'apprécie, donc travailler avec des personnes qu'on apprécie, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Voilà. À Merci bientôt. à toi. Au revoir.